sur l'économie, rien ne lui échappe et nous avons la chance de l'avoir sur le plateau de TV Finance. Philippe Béchat, bonjour, je précise. Bonjour. Pour ceux qui ne le savent pas encore, vous êtes rédacteur en chef de la Bourse au quotidien et j'ai envie de vous parler du Bitcoin parce que c'est une semaine exceptionnelle. Hein. On a quand même eu un gap à la hausse et j'ai vu qu'il y a eu un nouveau record du Bitcoin de battu. On en est où? J'en étais resté à 66 200 $, mais ça bouge tellement vite. Vous avez suivi ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, j'ai suivi en temps réel parce que je m'attendais à ce que le débordement des 64 300 enclenche un tsunami d'ordre automatisé. Donc je pense que c'est des dizaines, peut-être même des centaines de milliers de robots qui étaient programmés de façon identique sur le franchissement des 64 300 et ça a été extraordinaire puisque là on a assisté à un gap à la hausse. Généralement sur le Bitcoin c'est plutôt des gaps à la baisse quand ça s'emballe. Là on a gagné 2000 $ en 10 minutes. Donc on est rapidement allé chercher les 66 000, puis 66 900, puis ce matin je l'ai vu autour de 66 600 et je voyais des gens très malicieusement qui disaient le Bitcoin à 6 666,66. Il y a des chiffres comme ça, voilà, mythologiques, ça a un effet psychique. Mais compte tenu du doublement du Bitcoin depuis sa grande correction fin mai, il y a beaucoup de gens qui continuent d'espérer atteindre les 100 000 parce que plus rien ne semble impossible. Doublement là en l'espace de 3 mois, pourquoi pas la même chose d'ici la fin de l'année, voilà. Et avec le soutien naturellement du nouvel ETF qui permet de contourner le faible nombre de transactions possibles sur le Bitcoin si on le traite physiquement, si on traite le sous-jacent. Mais c'est sain quand même, il y a des vrais drivers ou là on est quand même dans la fébrilité totale? Le Bitcoin, c'est une question de foi. Vous nous direz, la monnaie fiduciaire, c'est la même chose. Sauf que dans une monnaie fiduciaire, vous avez une richesse nationale, vous avez une capacité à lever l'impôt, vous avez une politique étrangère, vous avez un système éducatif, de la création de richesses, des routes, des hôpitaux. Voilà, on peut croire à ça, ou on peut également croire à rien. Voilà, mais se dire que ce rien, il est plus honnête finalement que la monnaie banque centrale. Voilà, parce que la banque centrale, c'est manipulé par le banquier central, tandis qu'un Bitcoin ou une crypto, c'est manipulé par la centaine de braves gens qui s'entendent bien pour emmener cette crypto ou n'importe quelle crypto là où ça les arrange. Donc c'est presque un engagement politique à vous entendre, idéologique oui, presque. Purement. Alors, c'est moins politique ce qui se passe en Asie, c'est très clair. Il y avait un titre qui était suspendu, on était tranquille. Bing, Evergrande est à nouveau coté. À nouveau, il s'effondre et à nouveau, l'inquiétude se propage sur tous les marchés. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Il faut la prendre au sérieux, cette inquiétude? Il y a clairement une incertitude. L'inquiétude, ça serait que l'affaire Evergrande ne soit que le sommet de l'iceberg, ce qui est une hypothèse à laquelle je me rangerais bien volontiers, parce que derrière Evergrande, il y a une cinquantaine de promoteurs chinois qui sont, à mon avis, pas dans une meilleure situation. Bon, Evergrande, c'est un petit peu gros, on va dire, hein, c'est 300 milliards d'équivalent dollars d'encours de dette, donc évidemment, ça pèse un petit peu, mais on parle, et là la fourchette est large, on parle de 1000 milliards de dettes en déshérence, enfin qui seraient des dettes déjà faillies chez les divers promoteurs. On avance même le chiffre de 2000 milliards. Bon, alors 2000 milliards, c'est quoi? C'est presque 20% du PIB de la Chine. Enfin voilà. Mais tout ça va naturellement être géré à la chinoise. C'est-à-dire, ça va être aplani, quoi. L'État va aller au secours. Aplani. Et puis, l'État aura beau accuser les PDG d'avoir mené grand train, d'avoir vu beaucoup trop grand.
qu'est-ce que le gouvernement chinois fait depuis 15 ans quand ils ont besoin que la croissance atteigne l'objectif des 8% ou des 8,5 auxquels il s'était engagé. Le gouvernement, il passe un coup de fil à la Banque centrale. Immédiatement, on abaisse les réserves obligatoires, on augmente de 10, 15, 20% la capacité de prêt des banques. Immédiatement, les promoteurs, auxquels je pense que Pékin passe aussi un coup de fil, mettent immédiatement en marche un programme de 20, 30, 40 tours, donc 10, 20, 30 000 logements. Et en l'espace de 3-4 mois, les 2-3 petits points qui manquaient pour la croissance, on passe de 8,2 à 8,5 et tout le monde est content. Donc il est évident que l'immobilier en Chine, c'était en interne la variable permettant de réaliser tous les objectifs de croissance, puisque de temps en temps, vous aviez une petite baisse des exportations ou des petits soucis d'engorgement, je ne sais pas, du système, de la chaîne de distribution, etc. Donc en tout cas, c'est pas mal, parce que Lehman Brothers, on a vu ce que ça donnait, hein, quand l'État ne venait pas en soutien derrière en cas de crise. Les ondes de choc sont quand même assez terribles. Donc, c'est bien que l'État suive ça de près, peut-être, hein, sur l'affaire Evergrande. Est-ce que, du côté de l'inflation, on a pas mal de statistiques, ça milite effectivement pour la présence de tensions inflationnistes. Est-ce que c'est pérenne? Quelle analyse en faites-vous, Philippe Béchane? Tout dépend de ce qu'on appelle pérenne. Quand on écoutait les banquiers centraux au début de l'année, qu'on avait une inflation qui venait de franchir le cap des 2%, où on n'en était pas loin, c'était au printemps ou au début de l'été, ça sera terminé. Puis après ça, c'était il y a eu quelques petites disruptions liées au confinement printanier, donc il y a un petit engorgement qui se matérialise parce que d'un seul coup, il faut délivrer tout ce qui était en attente au cours des mois de mars, avril, mai, etc. Et puis maintenant, vous avez des banquiers centraux qui vous disent à partir de maintenant, hein, où très clairement, on anticipait que la poussée inflationniste serait terminée. Maintenant, on vous dit que c'est probablement pour 6 mois. Enfin, on n'a pas encore atteint peut-être même le sommet, le pic de l'inflation. Et il faut compter probablement 6 mois avant que le prix des composants électroniques rebaisse, parce que enfin, on aura réussi à recoller un petit peu à la demande. Et puis le pétrole, le gaz. Si jamais l'OPEP ne consent pas à faire plus 1 million de barils par mois au lieu de 500 000, comme ça va jusqu'en février, on sait qu'on a encore 3-4 mois qui vont être tendus. Et puis en plus de ça, vous avez le gazoduc Nord Stream qui pour l'instant ne fonctionne pas. Le robinet reste fermé pour des raisons politiques alors qu'il est théoriquement opérationnel. Donc en Europe, il manque un peu de gaz. Les réserves qui devraient être à 90% avant l'hiver sont seulement à 70%. Donc voilà, ça inquiète. Et puis vous avez en plus de ça le coût des crédits carbone qui s'ajoute à ça, puisqu'il y a une forte demande d'énergie, que le gaz est très cher. Donc on va chercher après ça le pétrole ou le charbon, parce que eux sont relativement moins chers. Mais ça a un coût en crédit carbone qui s'ajoute au prix de l'énergie. Enfin voilà, c'est sans fin. Hein. Donc on voit le gouvernement français très inquiet par la hausse des prix du carburant. Ils ont vu ça avec les gilets jaunes, ils ont pas envie que ça recommence. Mais on se rend compte que cette inquiétude, elle dépasse la France. Hein. C'est européen, mondialement, que l'évolution des prix du carburant, c'est une source d'inquiétude majeure. Alors c'est une source d'inquiétude pour la plupart des pays européens, parce qu'effectivement ça grève fortement le pouvoir d'achat. Je rappelle tout de même que le litre de gasoil sur l'autoroute à Nancy, il est à 1,60, et si vous montez 50 km au nord, vous arrivez au Luxembourg et là il est à 1 euro. Voilà. Par contre, il va être plus cher encore en Italie. Donc c'est vrai qu'il y a le coût de la ressource. Hein, aujourd'hui, c'est environ 50 centimes de carburant, mais le reste, les indices
qui reste, c'est les taxes. Et c'est la petite marge du distributeur, mais essentiellement, c'est les taxes. Voilà. Donc il y a plusieurs projets, soit de baisser les taxes, soit de filer un chèque à ceux qui ne peuvent pas supporter le prix du carburant au niveau où il est. Mais si on supprime les taxes ou qu'on les abaisse, ça veut dire que par ailleurs, il va falloir compléter les recettes fiscales qu'on n'a pas. C'est vrai, merci Philippe Béchat. Donc vous avez compris, si vous voulez trouver de l'essence pas chère, Philippe Béchat connaît toute la cartographie des stations-service, Nancy, Luxembourg, et il sait plein d'autres choses encore, je plaisante. Merci pour cette interview, merci de nous avoir suivis. Et puis tout de suite, on fait un point sur la Bourse de Paris.